On va partir si vous êtes OK, ça va? Vous êtes chaud? Super. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'adore raconter des histoires. Et là, je vais parler d'un sujet que j'ai pas l'habitude de faire, parce que je vais parler d'un sujet qui n'est pas un sujet purement technique, mais je pense qu'il touche pas mal de monde. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur une histoire. Vu que c'est un sujet qui est un petit peu profond, je m'appuie sur quelqu'un qui va être complètement anonymisé. Donc j'espère que je ne vais pas faire d'erreur et de le citer à ce moment-là. Donc merci à vous en tout cas. Ah merde, je suis peut-être pas très doué pour les animations. Je me suis encore loupé. Bon bah c'est pas grave, on va parler un petit peu de ma vie et on va commencer par ça. Ça vous va? Ouais. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vous tiens en otage. Donc, pour ceux qui savent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas, j'ai changé de travail il y a pas longtemps cette année, donc au mois de mars, et je travaille dans une entreprise que peu de gens, je pense, connaissent, une petite start-up qui s'appelle Disneyland Paris. Je sais pas si vous connaissez. Oui, pas pour rien que je porte ça. Et donc, je travaille à Disneyland Paris, donc c'est tout beau, le pays magique, vous connaissez, je pense. Pas besoin de vous dire ce que c'est et ce qu'ils font. Je travaille sur le site web de Disneyland Paris et c'est trop bien, vous allez dire, tu as pu passer Disney, tu as pu passer ton été à Disney. Ah, pardon, j'ai un truc devant. Tu as pu passer ton été à Disney. Et donc, c'est trop bien, il faut se dire, super, il n'y a quand même pas trop tout le monde qui peut faire ça. Alors, on a changé le moyen de paiement, on n'avait pas de ressources, j'ai bossé comme un taré, donc autant vous dire que pour moi, l'été, cette année déjà qu'il était plutôt court, on va pas se le cacher, hein. C'est-à-dire que le mois d'août, c'est quand même un peu abusé. Voilà mon été, comment ça s'est résumé. Globalement, j'étais super frais. En plus, avec la rentrée qui vient de démarrer, où tout le monde est super à bloc, et toi, tu as passé ton été à bosser pour que tout le monde est parti à la plage, j'étais un petit peu comme ça. J'étais un peu claquos la semaine dernière, on va pas se le cacher. Et donc, je rentrais de Paris, enfin de Marne-la-Vallée, la semaine dernière, et j'étais un peu claqué, fin de semaine, grosse semaine, c'était un peu prendre l'énergie des autres quand toi t'en as pas, c'est compliqué. Et là, je vois mon sacro-saint canapé. J'aime bien que tu aies fait référence à Chandler, j'adore ça. Et donc, sacro-saint canapé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est claqué après une semaine? Pas dingue, pas dingo. On a un canapé, ça se longe dessus quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, faut pas faire ça quand même. J'allume ma putain de console. Ouais! Ouais, un petit peu de ASMR. Ok, ok. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe? J'allume ma console, et là, j'ai le choix entre 4 jeux qui se posent à moi. Alors, j'ai un jeu Outer Wild où, globalement, on va explorer l'univers juste avant la fin du monde. C'était pas trop mon mood. Il y a Céleste aussi, où c'est pareil, ça parle un petit peu d'acceptation de deuil et d'acceptation du deuil. C'était pas le mood non plus. J'avais Helldivers 2, où globalement on, je cite, va apporter la démocratie à une planète alien à coups de fusil, et ouais. Ou Hogwarts Legacy, où là l'idée, on va faire des Expelliarmus à Tirego dans le château de Poudlard, c'est pas magique. Donc mon attention, vous doutez bien, c'est porté un petit peu sur les deux au milieu. Et je sais pas pourquoi, j'ai plutôt fait mon choix sur Harry Potter. Pourtant, envoyer une bombe nucléaire pour apprendre la liberté aux aliens, c'était quand même sexy. Mais je suis quand même allé sur Harry Potter. Et pourquoi ça? Et en fait, en réfléchissant un petit peu, le temps que le jeu se lance, je me dis en fait, c'est quelque chose qui m'a un petit peu suivi tout le long de ma vie, durant tout ça. Et donc, en fait, j'ai un peu grandi avec les livres, donc je suis vieux. Oui, c'est comme ça. Je suis le premier, j'avais 10 ans quand il est sorti, et donc j'ai commencé à lire ça, et ça m'a un peu suivi tout du long. Donc je sais pas pourquoi ça m'a appelé, mais je me suis toujours quand même posé la question pourquoi ça m'a autant plu, pourquoi j'ai accroché à ce truc-là. Parce que bah voilà, je suis pas un sorcier, je vois pas comment j'aurais pu faire un phénomène de transfert, je ressemble absolument pas. Bon, OK, bon, on va dire que non, pas trop quand même, enfin, il y a une petite différence, quoi. Enfin, il faudrait me rajouter des lunettes, et puis un éclair sur le front, quoi. Je suis très fier de cette vanne, sachez-le, c'est ma meilleure vanne. Mais donc, bref, pourquoi est-ce que, je m'identifie autant à Harry Potter? Pourquoi ça? Et là, au bout d'un moment, j'ai eu une épiphanie la semaine dernière et je me suis dit: «Mais en fait, c'est simple. Peut-être que tous les 2, on partage quelque chose d'un peu plus fort. Peut-être que tous les 2, on aurait un petit peu le même syndrome et quelque chose d'un petit peu pas forcément cool dont on parle pas forcément. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Mur et aujourd'hui, je vais vous parler de mon syndrome de l'imposteur. Donc, tout simplement, on va démarrer par quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Dans la main levée?
petit peu. Oh, pas mal, donc ça parle à des gens, c'est cool. Mais pour ceux à qui ça ne parlerait pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas levé la main, en fait, un syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes. Et donc, on va voir un petit peu quels sont ces symptômes qui définissent un syndrome de l'imposteur. Premier, c'est le doute de soi. Je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est sujet, comme moi, à ce syndrome de l'imposteur, va douter constamment de lui, de ses efficacités, de ses actes. Il va également avoir la peur d'être exposé constamment, souvent lié au fait qu'il doute de lui, de peur d'être révélé dans un job de son incompétence complète. Il va également souffrir, pour beaucoup, de perfectionnisme à certaines échelles. C'est-à-dire que vu qu'il a peur d'être exposé, il va souvent être beaucoup plus efficace, beaucoup plus perfectionniste dans une tâche, essayer d'aller jusqu'au bout et de vraiment tout poncer pour être sûr d'effectuer sa tâche correctement et ne pas être exposé, ne pas être révélé de son incapacité. Il va également minimiser ses réalisations, c'est-à-dire que quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur va plutôt dire: «Non, en fait, c'est pas moi, j'ai eu de la chance, j'ai quelque chose, c'était le bon contexte, c'est pas vraiment grâce à moi, c'est plutôt les autres». Il va souvent minimiser ses réalisations et tout ce qu'il aurait pu accomplir. Il va également refuser les défis, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une opportunité ou quelque chose de nouveau, de sortir de sa zone de confort, il va plutôt refuser et plutôt se dire: «Non, ce n'est pas pour moi» et refuser de changer justement pour ne pas être exposé et parce qu'il doute de lui. Donc tout ça, c'est quand même des symptômes très, très joyeux, hein, finalement, et c'est ce que j'appelle, les 5 piliers, de l'univers, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est super cool. Non, je déconne. En fait, tous ces symptômes-là, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas super cool? C'est parce que ça va générer de l'anxiété et du stress, et notamment ceux qui sont sujets au syndrome de l'imposteur sont vraiment sensibles aux cas de burn-out, et donc c'est un peu pour ça que j'aimerais en parler et pour vous dire est-ce que c'est possible et tout ça. Autre sujet, parce que tous les éléments que je viens de vous présenter, ils s'alimentent les uns les autres. Ce serait pas rigolo. Comme un escalier qui alimente l'un, si vous en avez un, vous avez de fortes chances de déclencher les autres, et les autres vont ralimenter le premier de manière infinie. Donc c'est plutôt un cercle vicieux. C'est un peu compliqué à sortir de ça. Mais du coup, vous savez qu'est-ce qui a 2 pouces et qui possède le syndrome de l'imposteur? Pas moi. Non, Harry Potter. Et je vais vous le prouver. En fait, tout le long des livres et des films d'ailleurs, on va voir que Harry Potter va douter de lui constamment. Je vous refais le topo, mais c'est quand même le sorcier. Je spoil pas trop ce premier, voilà, ça va. Je spoil pas la fin, je spoil pas la fin. Il arrive, c'est un sorcier qui a tué, allez, j'ose le dire, Voldemort. Dans son enfance, est considéré comme un des sorciers les plus puissants. Il n'a jamais grandi dans l'univers des sorciers, et il arrive et tout le monde pense que c'est un gros badass. Donc autant dire que le doute de soi, je pense qu'il l'a quand même très très fort. Et à chaque fois, il n'est jamais très très bon dans les sujets. Toujours, il pense qu'il va se faire virer de Poudlard tout le long du truc. Et donc il a constamment dans tous les livres douté de soi, de ses capacités, de ses compétences, du fait qu'il va bien rester, qu'il fait bien partie de l'univers des sorciers, et que surtout, bah, il est capable de battre Voldemort. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va également être peur d'être exposé. Tout le long, il va retarder au maximum sa confrontation avec Voldemort, justement pour se dire, ça se trouve, j'ai eu de la chance, c'est pas moi qui l'ai fait. Et du coup, il va avoir un petit peu cette peur-là constamment sous-jacente. Il va essayer au maximum de ne pas être exposé de son incapacité, en fait, qu'il ne soit pas un vrai sorcier. Il va également s'ouvrir de perfectionnisme. Alors beaucoup moins que Hermione, lui à moindre niveau, mais il a quand même certains aspects où il va un petit peu se perfectionner dans certains éléments. Notamment, je ne parle pas du Quidditch où il a essayé de maximum d'être le meilleur et le meilleur attrapeur qui ait pu tout se faire, mais il a également voulu à lui tout seul détruire tous les Horcruxes de Voldemort. Il a également essayé de construire l'armée de Dumbledore. Enfin bon, je vous fais pas un topo, mais dans certains sujets, il a été perfectionniste à fond et créé énormément de choses. Il va également, comme je vous l'ai dit, c'est un autre symptôme, éviter les défis. Notamment, ça se voit énormément dans le 4e tome avec la coupe de feu, où il va refuser au maximum de participer aux épreuves pour ne pas s'exposer et pour pouvoir rester là où il en est et ne pas se confronter, on va dire, au danger et à son incapacité. Enfin, il va également minimiser au maximum ses réalisations, notamment quand il affrontera le basilic dans le 2e tome, ou quand à la fin on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il fait en fait c'est pas moi qui l'ai vraiment tué, c'est grâce au phénix, c'est lui qui a tout fait, qui m'a apporté tout ce qu'il fallait, alors c'est quand même lui qui a porté le coup final et qui a révélé tout ce qu'il fallait.
il a minimisé au maximum. De la même manière avec l'armée de Dumbledore où tout le monde lui dit bah, c'est toi qui l'as créé, bravo, heureusement que tu es là parce que tu as pu confronter. Il va refuser son implication et dire non, c'est grâce à vous, c'est pas à moi. Tous ces genres d'éléments. Donc bref, c'est juste, je vous fais un résumé rapidement. Vous pouvez voir plein d'autres exemples là-dedans quand vous allez relire les livres. Il souffre du syndrome de l'imposteur. Mais bon, il n'a jamais été vraiment un grand leader, il était à l'école. Et la question qu'on se pose, c'est peut-on être un leader si on a le syndrome de l'imposteur? Et devinez quoi? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui a eu des jobs de leader et qui a le syndrome de l'imposteur? Non, 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 c'est Bibi. Et donc, ce que je vais vous proposer là pendant ces quelques minutes avec lesquelles on va échanger tous ensemble, c'est, je vais vous parler un petit peu de mes piquets temporels. J'en ai pris quelques-uns où pour vous expliquer quand est-ce que j'ai ressenti ce syndrome-là beaucoup plus fort que les autres parce que je le subis encore aujourd'hui. Et donc, il y en a un petit peu 7 tout le long qui sont un peu mes horcruxes à moi, mes points dans le temps où je vais vous parler un petit peu de ma vie cette fois-ci. Pour ceux qui n'auraient pas vu la fin, cachez-vous les yeux, il y aura un petit spoiler là de maintenant. Attention, hein. Et oui. Donc, on va commencer par le premier horcrux. Donc là, remontons dans le temps. J'étais encore à l'école d'ingénieur et donc je faisais partie d'une junior entreprise qui s'appelait Poly & Co. Et comme toute junior entreprise, c'est une association et vu que ses membres font partie de l'école, eh ben, les membres sortent tous les 3 ans, parce qu'à l'époque c'était 3 ans, donc il faut le bureau se renouvelle. Et on arrivait, donc je l'avais fait qu'une seule année, c'est ma première association, expérience associative, et le bureau se renouvelle et personne ne veut le reprendre. J'avais quand même envie de continuer ça, mais bah, il fallait un président, il fallait monter son bureau. Et alors là, je me suis dit, bah, bon non, j'ai pas trop envie de ça, j'ai jamais fait. Franchement, j'ai pas d'expérience dans l'associatif. Je vois pas, ça va se cracher si je le fais. Puis si je le suis, tout le monde va voir que bah, je sais pas faire, donc ça va être horrible, etc. Il y a d'autres gens qui sont impliqués, ça risque d'être un peu galère. Et donc en discutant, notamment avec ma compagne qui était déjà avec moi à cette époque-là, m'a dit: «Bah, en fait, mais si tu peux le faire, tente et au pire, de toute façon, au pire, ça se casse la gueule, bah, de toute façon, ça devait se casser la gueule si tu y vas ou que tu y vas pas. Donc tente, tu que ça à gagner». Elle a réussi à me convaincre, mais pendant 1 an, mon syndrome de l'imposteur m'a titillé quand même énormément. Mais ça allait encore parce que c'est une association, il y a pas trop de risques, on est quand même backupé par l'école, enfin voilà. Mais c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, bah, j'avais un syndrome de l'imposteur qui, bah, aurait pu m'influencer et ne pas prendre cette décision-là. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que quand on était dans cette jeune entreprise, on était responsable aussi de l'organisation, du salon, des entreprises pour pouvoir trouver des jobs. Donc j'étais là pour organiser, conduire les personnes d'entreprise, pour accueillir les entreprises, les rediriger. Et là, il y a une entreprise qui s'appelle Worldline, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent entre vous, mais qui vient me dire: «Oh mais tu fais partie de cette association-là, tu devrais venir nous voir parce que c'est intéressant, nous on propose des trucs comme ça» et cetera et cetera. Bon, je ne savais pas que le marché du travail était aussi flex à cette époque-là, mais en tout cas j'ai trouvé ça très cool et je suis allé les voir et je passe un entretien, je me dis: «Jamais je vais être pris», me poser des questions sur des CI/CD, j'avais jamais vu ça à l'école et bah, l'entretien se passe plutôt bien. Il me propose un stage, et c'est mes premières années d'activité à Worldline. Sauf qu'à Worldline, je sais pas, on vous met très, très vite en face d'un client. Donc ça faisait à peine 6 mois, 8 mois que j'étais là-bas. On me dit: «Bah tiens, va falloir que tu fasses gérer un copil», parce qu'on ne travaillait pas encore en agilité à l'époque. Tu vas utiliser un copil et il va falloir que tu gères tout seul parce que moi je pars en vacances. Débrouille-toi. OK. Autant dire que là, je me suis dit, là s'il y a un problème en prod, je suis solo, si jamais il y a pas ça, si le client me pose une colle, comment est-ce que je fais? Et cetera et cetera. C'était très compliqué pour moi. J'avais mon syndrome d'imposteur qui a explosé à ce moment-là. J'ai bossé comme jamais, j'ai préparé toutes les questions, tout ce qui pouvait être possible. Vous doutez bien, eh ben, ça s'est quand même plutôt bien passé, sinon j'aurais changé de métier depuis. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui aurait pu me freiner. Et si la personne n'était pas partie en vacances, elle m'a dit: «Non, mais j'ai entièrement confiance en toi, tout va bien». Toujours à Worldline, on part à ce troisième piquet temporel, donc toujours à Worldline, ce qui se passait, c'est qu'on avait une opportunité très folle de pouvoir avoir une journée par semaine dédiée pour faire de la veille, faire de l'expérimentation qui s'appelait les labs. Donc il faut savoir que il y avait un nombre de places limité, il y avait 7 personnes sur 500, je crois, qui étaient prises dans ce truc-là. Et au moins on me dit: «Écoute Mathieu, toi tu peux y assister, tu vas le faire et on t'a même inscrit». J'étais globalement le plus jeune dans toute la salle. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous là?» Je sais pas sur quoi faire mes recherches, je sais pas sur quoi faire ma veille. Bon spoiler si, je savais, mais quand je voyais les autres ce qu'ils faisaient depuis que ça faisait 10 ans, 12 ans qu'ils étaient dans la boîte et eux ils y arrivaient enfin,
Je lui dis: «Qu'est-ce que je fous là?» Mon syndrome d'imposteur a explosé à ce moment-là. Je vous dis pas, il y avait des personnes qui me parlaient, je comprenais pas, qui me parlaient chinois. J'avais vraiment peur de me dire: «Mais en fait, j'ai rien à foutre là». J'ai fait des libs, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai pas fait?» Et en fait, j'ai intéressé d'autres personnes au final. Donc j'étais plutôt content d'y avoir été. Et c'est ma manager qui m'a forcé à aller là-bas. Alors forcé, elle m'a pas non plus contraint, non plus, hein. J'avais aussi un peu envie, ça m'intriguait, mais j'avais peur de me dire que j'étais pas à ma place, que, il y avait d'autres personnes plus compétentes que moi pour y aller. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'y aller. Et d'ailleurs, en faisant ce labs-là, en participant là, j'ai été contacté par quelqu'un, qui travaillait avec moi à l'époque, qui, m'a dit: «Écoute, on a un événement qui s'appelle le Cotrex, qui est une sorte de meet-up interne où on va pouvoir faire des talks». J'avais jamais fait de talk de ma vie, à part faire des présentations à l'école, hein, comme beaucoup, hein. Et elle me dit: «Bah, tu pas un sujet? Parce que bon, tu fais des labs, tu dois en avoir un». Donc bah, vu que j'avais pas envie d'être révélé à ce moment-là, je me suis dit: «Oui, je dois en avoir un». Dans ma tête, je me suis dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais fuir». Et je fais ma première présentation sur Git. Je la reverrai aujourd'hui, j'aurai honte et je pense que je décéderai sur place, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Et si je suis là aujourd'hui devant vous à vous parler de syndrome de l'imposteur un mercredi soir, après avoir fait une semaine à Disney, c'est peut-être un peu grâce à ça. Mais en tout cas, autant vous dire que quand vous devez parler, devant des personnes, c'est très, très compliqué. La première fois, vous tremblez, c'était horrible et encore une fois, c'est en le faisant que ça devient de plus en plus simple. Mais je vous assure, commencer, ça vaut le coup derrière. Et si j'avais pas été poussé par cette personne-là qui m'a dit: «Viens faire», je n'aurais jamais fait de talk et je pense que j'aurais pas été là devant vous ce soir. Donc le temps passa et j'ai intégré une ESN à l'époque qui s'appelle toujours Zenica. Je suis resté longtemps, hein, mais je suis allé à Zenica et donc pareil, l'entretien là-bas, je me suis fait défoncer, je me suis dit: «Jamais je serai pris». Bon, j'étais pris, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous là?» Et on me dit: «Bah tiens, tu es plutôt bon, tu fais du front-end, tu vas aller dans un nouveau client qui s'appelle OCR Smart Building et bah, tu vas devoir bah, créer». Donc, il n'y avait pas d'autres collègues avec moi pour me dire ce que je devais faire. Le commercial m'a dit: «Mais si, ça va bien se passer, t'inquiète, ça a l'air super cool». Vous connaissez les commerciaux. Et en plus de ça, bah, souvent c'est un potentiel nouveau client, donc on a intérêt bah, pouvoir faire bon signe et y aller. Bon, j'ai pas dit non parce que c'était mon 3e jour là-bas, donc j'avais pas envie de dire: «Bah, en fait, vous avez fait une erreur de recrutement». J'avais un peu peur de ça. Donc mon syndrome d'imposteur a encore explosé à ce moment-là. Mais ça s'est passé, le client est toujours un client, je crois, de Zenica et bah, je me dis: «C'est un petit peu parce qu'on m'a forcé que j'ai pas fait plus». Par contre, j'ai bossé comme un taré au début parce que j'avais peur de et là, j'ai vraiment perfectionné tout ce que je pouvais. On me dit: «Bah, il faut que tu choisisses la stack entre React, Angular et Vue». J'en ai fait aucun des 3, je restais frais. Bon, j'en ai choisi une et ils sont toujours là-dessus, c'était du Vue. En plus, c'était pas le choix le plus évident à l'époque. Mais voilà, c'était très, très cool. J'ai fait le bon choix donc finalement, je me dis: «Un peu de chance, un peu de réussite, ça fait pas de mal». Mais à Zenica, je ne sais pas si vous connaissez, on fait énormément de conférences et on est présente partout. Et il y a un petit event qui s'appelle le Devox France. Il y a 3-4 personnes, hein, c'est un peu plus petit qu'ici. Non, il y a des milliers de personnes qui viennent assister. Et là, j'ai le directeur technique de l'époque qui vient me voir, il me fait: «Oh, t'as déjà fait des presses, toi, ça te dit de venir avec moi à Devox?» Bah, non, pas trop, non, et il vient de me voir et en fait, on fait le talk, on fait un atelier, sur un sujet en plus que je ne maîtrisais pas, c'était sur Jigsaw en Java. Alors autant vous dire que c'était bien loin de mon arc de compétences où j'étais plutôt en train de choisir Vue ou React, hein. Bah, je me retrouve à parler devant des centaines de personnes, qui font des javaïstes purs et durs, qui ont le double, voire le triple de mon âge, en train de parler d'un sujet devant tout le monde. Autant dire que la veille, j'ai fait un peu d'hypertension, hein. Là, on va pas se cacher que c'était un peu truc, mais ça s'est plutôt bien passé et maintenant, bon, j'y vais de temps en temps quand j'ai envie quoi, des Vox, hein, mais c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a forcé pour y aller. Et donc ça s'est bien passé et le directeur technique de l'époque est parti, a voulu sidestep, revenir sur de la tech, a sorti de son rôle et il y avait un job de CTO qui arrivait et bah, autant dire que le job, j'avais dit: «Non, bah, alors là, non, non, ça fait pas assez longtemps, il y a des gens qui sont plus longtemps que moi j'ai pas assez d'expérience pour faire ça, non, non, non». Et là, il y a une personne qui m'a dit: «Mais en fait, si, franchement, je te vois bien à ce rôle-là, franchement, postule, au pire, ça se prend pas, tu as rien à perdre, postule et tu verras bien et moi, je serais content que tu sois mon CTO». Et ben, rien que ça m'a postulé et bah, malheureusement, j'ai été pris. Donc mon syndrome de l'imposteur, me retrouver avec d'autres CTO d'où ça faisait 10 ans, 15 ans qu'ils faisaient ce rôle-là, toi tu arrives, tu aucune expérience dessus.
J'ai cru que j'allais mourir et puis bah, finalement, j'en suis là aujourd'hui. J'ai encore ce syndrome-là. Je suis encore, quand j'arrive dans un autre endroit, j'ai toujours ce truc-là. Du coup, la question que je me fais, est-ce qu'on peut encore bah, marcher très bien avec le syndrome de l'imposteur tout en étant dans un rôle de leader? Eh ben en fait, j'ai envie de vous dire non, c'est pour ça que je suis là devant vous. Non, je déconne. Bien sûr que oui, on peut. Je l'ai toujours aujourd'hui, je le gère beaucoup mieux, je pense que c'est ça vraiment la technique. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et si vous voulez un truc à retenir, c'est maintenant, je vais vous donner des conseils qui ont marché sur moi, qui m'ont aidé à un peu passer outre ce syndrome de l'imposteur. Et j'espère qu'ils vont vous aider, vous aider dans votre vie, notamment si vous voulez un peu vivre avec. Donc ces tips, je vous le redis, c'est les miens. Ça se trouve, ils ne marcheront pas sur vous, mais j'espère que vous pourrez les suivre et vous me direz s'ils ont fonctionné ou pas. Donc, on rappelle les symptômes. Le premier, c'est on minimise ses réalisations. Surtout quand on est dans un rôle de leader où on va commencer, si vous êtes un peu dans le monde du développement comme c'était pour moi, où on a tendance à produire, d'un coup, on produit beaucoup moins, on va plutôt faire des réunions, on a beaucoup moins de... On fait pas de commit, quoi. Enfin, il n'y a pas de il y a pas de ligne de code à la fin et en fait, c'est plus un travail asynchrone et on a vite l'impression de se dire, bah, en fait, ce que je fais, ça n'a pas de valeur, ça a peu important et j'ai l'impression de ne pas être à ma place et de ne pas être efficace. Ce que je peux vous dire comme conseil, c'est noter tout ce que vous faites. Même pour vous, quand vous faites votre code, vous dites « Ah, je ne fais pas grand-chose, j'ai passé 5 jours à faire le même ticket, je ne suis pas à ma place ». Regardez tout ce que vous avez fait, listez les erreurs, les tentatives, les pistes que vous avez suivies qui n'ont pas suivi. Notez tout ça et regardez à la fin de journée ce que vous avez fait. Et je vous jure, c'est impressionnant comme vous vous rendrez compte de tout ce que vous avez fait. Et même des fois, vous dites « Je suis parti, j'ai 14 trucs en même temps en parallèle et bah, en fait, j'ai fait plein de choses. C'est peut-être plein de petits trucs à un petit moment, mais j'ai fait énormément de choses. » Et ça va vous... En fait, là, pour arrêter de minimiser vos réalisations, prenez compte que vous faites des réalisations et le meilleur moyen de faire, bah, c'est de tracer. Vous écrivez, vous prenez un Notion, vous prenez ce que vous voulez, vous les écrivez, tâche par tâche. Vous allez voir qu'à la fin de journée, bah, en fait, vous avez fait... Moi, j'étais impressionné, j'avais fait plus de tâches que quand je développais, parce que quand je développais, bah, on écrit, on fait des tests, mais même, en fait, on se rend pas compte, mais on fait énormément d'itérations. On teste un truc, ça marche pas, on fait de la recherche, on avance. Donc vous vous rendez pas compte, mais on fait énormément de choses, même si les échecs font partie des réalisations, ça fait partie de la construction. Donc notez tout ce que vous pouvez, et franchement, je vous garantis, faites le test, et vous me direz si ça a marché sur vous. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me rendre compte que je faisais pas mal de choses, bah, que c'était moi qui les avais faites, c'était pas quelqu'un d'autre. On va parler un peu de perfectionnisme. Bon, alors ça, je vais pas vous le cacher, je travaille encore un peu dessus. C'est pas encore ça qui est ça, j'aime bien que les choses soient bien faites et comme j'ai envie qu'elles soient faites. J'aime bien que ce soit parfait et bah, je travaille un peu dessus pour lâcher un peu de mou là-dessus. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est laisser le temps au temps. C'est-à-dire que quand on va arriver dans un poste, vous allez vous dire, je suis pas fait pour ça, j'ai pas que toutes les compétences et je vais essayer de tout comprendre, tout absorber. Quand les gens vous nomment à un poste que vous n'avez jamais eu, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que vous n'avez pas l'expérience, c'est la première fois que vous l'avez. Donc n'ayez pas peur, et ça c'est un conseil que je vous donne, de dire que vous ne savez pas, que bah, je ne sais pas, je n'ai pas encore la compétence. C'est quelque chose qu'on a tendance à souvent oublier, je trouve. Moi le premier, hein, de dire, bah, en fait, ouais, mais je viens d'arriver, c'est normal que je ne connaisse pas ce sigle, c'est normal que je ne connaisse pas cette façon de faire, je ne sais pas, j'ai pas la big picture, ça fait que 2 semaines, 3 mois que je suis là, je connais pas tout le monde, je connais pas tous les usages, j'ai pas tout l'historique que quelqu'un qui ça fait 10 ans. Vous avez le droit de pas le savoir et n'hésitez pas à le dire, les gens ne sont pas bêtes et c'est pas parce que vous allez le dire qu'ils vont vous juger là-dessus, au contraire. Donc le seul conseil que je peux vous dire, laissez-vous le temps de prendre position, d'être leader là-dessus, d'avancer dans votre rythme et ça va bien fonctionner, je vous le garantis. Bon, après, être perfectionniste, c'est pas des fois si mal. Il faut juste pas que ça vous conduise à un burn-out. C'est un peu le problème quand on est perfectionniste. C'est que bah, on a tendance à vouloir faire tellement bien les choses qu'on fait toutes les choses toutes très bien et qu'on a un temps limité et donc on va plutôt se cramer. On a un autre sujet quand même, l'autre symptôme, je rappelle, c'est la peur d'être exposé, peur de passer pour un âne batté, comme on dit chez moi. Alors, là-dessus, je sais que ça va vous faire mal, mais si vous avez un truc à faire et un truc qui a bien marché sur moi, plutôt que d'attendre que les gens vous donnent leur avis et de se dire bah, en fait j'étais nul, demandez du feedback dès le début. Vous demandez à la fin d'une réunion, bon voilà, comment la réunion s'est passée, comment j'ai été, ou même vous prenez un nouveau job comme moi je l'ai fait à Disney il n'y a pas longtemps, vous demandez une réunion avec vos managers, avec les personnes avec qui vous travaillez auprès d'une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Soyez proactif là-dessus et demandez bah voilà, comment ça s'est passé, comment tu me trouves. Et en fait, ça va soit vous rassurer parce que bah, vous vous rendez compte, bah ouais, non, en fait, tout ce que tu fais, je trouve ça très bien, ça va vous permettre de mettre des jalons, de voir faire prendre un peu de feedback.
Ou deux, si c'est pas bien, bah, de corriger le tir dès le début, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur moyen de savoir si ça va pas, bah, c'est de demander. Je sais que c'est dur, je sais que on n'a absolument pas envie de le faire, moi le premier, hein, mais forcez-vous. Même à la fin d'une réunion, vous demandez, bah voilà, on va faire un petit tip, je sais pas, vous connaissez les ROTI, Return of Time Invested, c'est vous faites un vote à main levée de comment s'est passé le temps investi, s'il a été utile ou pas utile. Et si il y a les gens votent 2, 3, 1, vous demandez bah, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour aller à 5. Et je vous dis, juste ça, ça va vous renforcer pour vous améliorer. C'est l'amélioration continue et c'est ce qui est important. Ok? Top. On va parler du doute de soi, parce que forcément, tout ça, ça ne serait pas là si on ne doutait pas de nous. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que douter de soi, c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous pensez que c'est nul? Bah ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Globalement, douter de soi, ça va vous demander de prendre l'avis des autres. Et ça, c'est ultra important, je trouve. Parce que si vous doutez pas, vous allez imposer des choses qui sont parfois pas bien, qui vous n'allez pas prendre l'avis des autres. Vous allez ne pas écouter et douter, ça va vous demander, comme je vous l'ai dit, de prendre du feedback et bah, ça se trouve que mon architecture que je propose, bah, c'est peut-être pas la meilleure. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et vous allez parler et négocier. Et c'est ce qui va vous rendre, et j'en suis convaincu, un bon leader. C'est-à-dire que vous allez faire avancer tout le monde ensemble et vous n'allez pas juste diriger, vous n'allez pas devenir un chef. C'est un peu le seul truc que je peux vous dire. Par contre, et là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si vous doutez constamment de vous et que vous prenez aucune décision et que vous êtes sur place, là oui, c'est un problème. Et là-dessus, le seul moyen, je pense qu'avec la culture de feedback, ça va vous renforcer, diminuer et atténuer avec tout ce que je vous ai donné jusqu'à présent, le doute de vous. Et donc j'espère que ça va vous aider là-dessus. Donc il y en a peut-être un qui est dans l'attention ou plusieurs qui se dit bah attends, t'es bien beau, mais là il t'en manque un quand même, hein. Il y a un truc, dès qu'il y a un défi, dès qu'il y a une opportunité, bah pour l'instant j'ai pas de tips, hein. Bon ok, je vous en donne un. Alors je sais pas, là on va revenir au premier héros de cette aventure, de cette histoire, c'est Harry Potter. Il vit d'énormes aventures, vous êtes d'accord? Mais est-ce que j'ai pas oublié de mentionner quand même des personnes ou des choses qui sont importantes pour Harry Potter? C'est quand ces aventures, il est jamais tout seul. Et si vous avez fait attention dans la présentation, dans les Horcruxes que je vous ai donné, dans mes piquets temporels que je vous ai dit, en fait, à chaque étape de ma vie, et j'ai pu passer un cap et passer un tentative, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé. Ma compagne pour reprendre l'association. Le recruteur à Worldline, ma manager de l'époque pour les labs, etc., etc. Il y a toujours une personne qui m'a donné confiance en moi et qui m'a aidé. Donc si j'ai quelque chose à dire, si vous voyez des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, parce que en tant que leader, vous allez souvent en contacter, même pas en tant que leader, hein, d'ailleurs, vous allez sûrement détecter des personnes qui le souffrent et qui l'ont. Vous dites, c'est dommage, lui, il se bloque des portes. J'ai un conseil à vous donner, devenez un sidekick, c'est-à-dire aider les personnes à passer. Et moi, c'est ce qui a marché sur moi et je fais le maximum maintenant quand j'en détecte, quand j'avais des personnes en tant que directeur technique que j'avais, qui souffraient tous du syndrome de l'imposteur, et il y en a énormément en informatique. Et ben, je les ai aidés à passer un cap. Et c'était mon objectif premier de dire, mais non, mais tu peux le faire rassurer, dire, mais non, mais vas-y, essaye. Et de forcer un petit peu des fois la main quand il fallait. Mais c'est pas moi qui faisais, c'était eux toujours le pas, mais je l'ai poussé un petit peu. Et ça a aidé, je pense, pas mal de monde que j'ai connu. Et pour ceux qui souffriraient et qui disent, bah, il n'y a personne, j'ai pas de sidekick, personne vient m'aider, j'ai envie de vous dire quelque chose, et c'est quelque chose de très important, c'est que vous n'êtes pas seul. Dans tous ces éléments-là que j'ai pris, je ne les ai pas pris pour rien, c'est parce que toutes les personnes dans toutes les séries ou dans tous les films, vous allez pouvoir voir des anecdotes et vous allez pouvoir identifier des syndromes de l'imposteur qui se traitent chez des personnes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, qui doute de soi, c'est quelqu'un d'intéressant et qui raconte des histoires ultra intéressantes. Donc si je devais finir sur quelque chose, c'est soyez fiers d'être le héros de votre aventure. Je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que voilà, j'ai pas trop envie, mais bon, ça serait bien. Notamment des feedbacks, hein, je vous dis, je l'applique à moi également. Il y Moi, avait une question là. j'ai une reco. J'ai une reco. Il y a un bouquin aussi qui est hyper cool sur le sujet qui s'appelle Engineering Manager for the Rest of Oui, Us je l'ai lu, il est très très bien. de Sarah Draner, qui est hyper intéressant. C'est comment je suis devenu manager et les conseils que je donne, alors que je pense pas avoir les talents naturels de l'être. Elle parle de ça, c'est hyper intéressant. Elle donne plein de conseils. Je vous conseille également la lecture qui est très intéressante Des là-dessus. questions? C'est en anglais par contre, je vous le dis très bien juste, c'est T'avais une Sarah question, Drasner toi?
qui était en chaîne dev chez Google. Google, tout à fait, et qui est marde. Du jour au lendemain, je suis devenu manager. Et comment j'ai fait? Voilà. Elle donne plein de tips, c'est super intéressant. Question Une là. question. Ouais, du coup, la question que je me posais, c'est à partir du moment où on a le syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on est vraiment censé le savoir? C'est justement le principe du syndrome de l'imposteur, c'est pas de pas se rendre compte que en fait on n'est pas si mauvais que ça, mais qu'on croit l'être. Et quand on est conscient d'avoir le syndrome de l'imposteur, est-ce que finalement on n'est pas juste, je sais pas comment dire, mais on n'a pas le syndrome de l'imposteur en fait, quoi. Non, parce que tu vas le savoir. Alors, tu vas t'en rendre compte. Rien que le dire, tu vas être angoissé, tu vas dire, en fait, je suis pas à ma place. Rien que le fait de dire, en fait, qu'est-ce que je fous là? Je suis pas la meilleure personne. Et là, j'ai demandé à des personnes qui levaient la main. Je pense qu'il y en a pas mal qui le savent et qui le ressentent. Et en fait, on le sait. C'est un petit peu comme. Toi, tu le sais, tu sais que tu as le syndrome de l'imposteur, tu sais que bah, c'est quelque chose que globalement beaucoup de gens ont et même énormément de personnes ont, hein. D'être nominé à la place de pas être à la bonne place et tout, quelque chose comme ça. C'est vraiment comme une maladie. Des fois, tu peux en être pas conscient. Et ça, effectivement, là-dessus, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser et aider et le détecter quand vous le voyez, parce que des fois, il y a des personnes qui n'en sont pas conscientes. Mais il y a des fois, beaucoup de gens le savent, et faut entendre en disant non, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est sûr que je l'ai. Et on le sait et on le ressent en fait, que tu dis bah mince, je suis pas au bon endroit. Par exemple, le nombre de personnes qui en conférence, que j'en fais pas mal, qui me disent mais en fait, ça se trouve, j'ai pas intéressé et qu'est-ce que je suis pris? Et puis attends, t'as été pris parmi 30 près. Enfin, et le nombre de personnes qui s'en rendent compte et ils le savent qu'ils sont pas. En fait, ils ont l'impression d'être un imposteur. C'est ça, le syndrome de l'imposteur. C'est avoir l'impression d'être un imposteur, de pas être à ta place. Mais quelque part, au fond, tu sais que t'es pas si mauvais que ça, quoi. Non, alors ça c'est un peu le problème, c'est justement tu sais pas. Tu le sais pas, tu n'en as pas conscience. Tu as vraiment l'impression que t'es pas au bon endroit. Tu peux Donc te toi, ça a rassurer. été, entre guillemets, sur le tard que tu t'es dit, ah bah en fait, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, Mais exactement. tout Moi c'est avant, là. c'était Ah bah pour moi c'était juste oui, un imposteur, quoi. je suis juste pas à ma place. Qu'est-ce que je fous là? Vous êtes trompé quoi. Vraiment, c'était ce que je me suis dit. Et après en fait, dès que tu passes ce cap-là et que tu changes, bah en fait tu t'habitues à tout et tu te rends compte que bah oui, si t'as toujours pas les gens te critiquent pas et t'as pas tu commences à te rassurer un petit peu en disant ça, mais à chaque fois que je change, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Encore là, quand j'ai changé de job, ça m'est encore arrivé. C'est beaucoup moins intense qu'au tout début, je vais pas te le cacher parce que bah, je commence à être un peu plus vieux, je commence à avoir un peu d'expertise. Mais pareil, dès que tu changes sur un job que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas souvent y être confronté, pas tout le temps. Et les personnes qui sont rarement confrontées, c'est très rare, hein. Je pense que les gens qui doutent jamais d'eux, c'est compliqué. Les gens qui pensent être toujours à leur bonne place, il y en a, hein, mais c'est beaucoup plus rare, et surtout dans l'informatique. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Une remarque, hein, je pourrais tout prendre. Non? Est-ce que... Ah, il y en a une là-bas. C'est impressionnant, hein. Oui, Ouais, ouais. un feedback positif, bah, bravo. Merci. Excusez-moi, je sors d'une engine. Parce que quand même, c'est un talk qui parle beaucoup de toi. Oui, Peut-être un peu trop. Mais trop de moi, c'était ouais, un peu trop long. Mais ouais, enfin, bravo bah, déjà pour le talk, expliquer Merci. le syndrome, etc. Et puis pour te dévoiler comme ça devant Ouais, toutes ces personnes. merci, parce que c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de faire des talks techniques, et c'est plus simple, hein. Faut pas se cacher, hein. Tu parles pas de toi, tu parles de code, c'est plus simple, hein. J'aime bien moi aussi parler de StreamNode, hein, c'est cool, hein. Merci beaucoup pour ce feedback. Il y a l'heure de la pizza, je crois, hein. C'est surtout ça. J'entends un ascenseur. T'entends un ascenseur et les pizzas arrivent pile à ce moment-là. Pff, oh là là, quel synchro. Merci à tous et je suis disponible.